renvoyer les migrants vers des pays tiers. La méthode Trump fait école. L'Italie avait ouvert la voie avec des centres de retour en Albanie. L'Union européenne devrait suivre le mouvement. Le Parlement a validé le règlement retour avec une alliance inédite entre les eurodéputés de droite et d'extrême droite. Certains partis de gauche et les ONG s'en inquiètent. Bonsoir, Ekram Bouktan. Bonsoir. Vous êtes économiste, spécialiste des questions liées aux migrations internationales et chercheur associé à l'École d'économie de Paris. Merci d'être avec nous. Et nous sommes évidemment en direct d'Italie avec notre correspondante Valérie Dupont. L'Italie, je le disais, a montré la voie. On va voir si ça fonctionne ou pas avec vous. Alors, on va revoir ensemble ce vote des eurodéputés. C'était ce jeudi. 389 voix pour, 206 contre, 32 abstentions. La droite et l'extrême droite ont fait alliance et ça a donc permis de valider ce texte qui a un but affiché, revendiqué, durcir les règles d'expulsion des sans-papiers. Voilà, on va entendre les applaudissements, on ne les entend pas. Donc, c'est le règlement retour qui est en place. Création de centres de retour en dehors des frontières de l'UE. Durée de détention maximale jusqu'à 24 mois. Avant, c'était 18. Et cadre commun à tous les États membres de l'Union européenne. Est-ce qu'on assiste à un tournant Ekram Bouktan ? C'est un durcissement clair de la directive retour qui prévalait depuis 2008, en la remplaçant avec un règlement. La Commission européenne, dès dans sa proposition qui a été faite l'année dernière, elle a déjà en fait durci pas mal effectivement certaines règles et elle a mis les bases en fait de ce qu'on entend aujourd'hui. Le Conseil est passé derrière et lui également effectivement a durci et on se retrouve avec une version aujourd'hui qui va être discutée qui est quand même la version la plus dure. Répressive, hein, c'est ça. La plus répressive, effectivement, par rapport à ce qui a été discuté précédemment. Elle pourrait être mise en place au 12 juin 2026. Ça pourrait commencer. Non, parce que là, les discussions ont commencé. Effectivement, ce sera très compliqué à mettre en œuvre en état. Donc, les discussions ont commencé. Il y a tous les processus complémentaires à avoir avant de sa mise en œuvre. Mais déjà, de mettre dans le débat, de discuter effectivement de la reconnaissance mutuelle obligatoire des décisions d'éloignement, de discuter sur le principe effectivement de ces hubs de retour. On est déjà dans une phase de discussion qui annonce la couleur. Alors, ceux qui défendent ce règlement retour durci disent qu'il n'y a que 20% des décisions d'expulsion qui aboutissent réellement, ce qui semble être une réalité. Est-ce que c'est un argument que vous entendez ou pas ? Ce qui est clair, c'est que le constat est partagé. Le constat partagé, c'est qu'on a une augmentation des personnes en situation irrégulière dans tous les pays européens. Ça, c'est lié en partie à l'augmentation du nombre de personnes déplacées de force dans le monde. On a connu une tendance très forte. Et une partie des déboutés de droit d'asile, effectivement, ne sont pas repartis. Donc, il y a un sujet qui est le retour ou le retour, qu'il soit volontaire ou forcé, des personnes en situation irrégulière. Le problème avec ce chiffrage de 20%, c'est qu'il recouvre une hétérogénéité extrêmement forte. Prenons l'exemple de l'Allemagne et de la France. L'Allemagne est le pays où il y a à peu près, effectivement, 2 fois plus de personnes qui ont été détectées en situation irrégulière par rapport à la France. Sauf que l'Allemagne, elle y met des décisions d'éloignement qui sont plus faibles que la France. Et elle a un taux d'exécution qui est plus élevé. Oui, mais la France a des soucis, par exemple, avec certains pays. On en a beaucoup parlé, ça a fait polémique en France. L'Algérie qui refuse de récupérer, entre guillemets, les personnes qui sont là d'une manière... Mais au-delà de l'exécution de la décision, la France, effectivement, comparée par exemple à l'Allemagne, émet des décisions d'éloignement sur la base de critères qui ne sont pas les mêmes. Donc on est très hétérogène à l'échelle européenne. La décision d'éloignement, elle peut faire suite à une décision, effectivement, à une demande d'asile qui a été déboutée. Et donc, on va avoir une décision d'éloignement. La décision d'éloignement peut intervenir aussi après la fin de séjour, en fait, après la fin d'un titre de séjour. Et là, justement, l'enjeu, c'est pas de remettre tout le monde dans les mêmes, les mêmes critères ? Là, ce qui est un petit peu le problème, c'est que le texte met la base d'une reconnaissance mutuelle de la décision, sans au préalable, effectivement, qu'on travaille sur un cadre qui soit homogène sur la façon dont la décision d'éloignement a été faite. Et typiquement, dans le cas que je citais entre l'Allemagne et la France, typiquement, ces décisions d'éloignement, elle en a nommé beaucoup.
elles sont trop nombreuses pour être exécutées. L'Allemagne, elle va émettre des décisions d'éloignement qui sont un petit peu moins nombreuses, mais plus ciblées. Donc on a en fait, finalement, on pose en fait le principe d'une reconnaissance mutuelle de décisions d'éloignement, alors qu'on n'arrive même pas à avancer au préalable sur la reconnaissance des demandeurs d'asile, sur un système plus homogène, en fait, un cadre d'asile européen. Voilà, donc les discussions risquent d'être compliquées et houleuses. Il n'empêche, évidemment, Giorgia Meloni a été l'une des premières à se féliciter de ce vote. La chef du gouvernement italien avait ouvert la voie l'année dernière avec des centres de retour en Albanie. Je vous propose de l'écouter. L'Italie a donné le bon exemple en signant le protocole Italie-Albanie pour traiter les demandes d'asile sur le territoire albanais, mais sous juridiction italienne et européenne. Il s'agit d'une voie nouvelle, courageuse et sans précédent, mais qui reflète parfaitement l'esprit européen et qui a tous les atouts pour être empruntée également auprès d'autres pays tiers. Alors nous sommes en direct de Rome avec Valérie Dupont, donc c'est une victoire politique pour Giorgia Meloni. Alors clairement, Giorgia Meloni a applaudi le vote du Parlement européen. Ça a été une bouffée d'oxygène pour elle après l'échec de son référendum la semaine dernière d'avoir ce vote. Ça lui a permis de publier tout de suite une vidéo sur ses réseaux sociaux pour dire, vous voyez, notre politique pragmatique par rapport à l'éloignement des migrants fait école, puisque notre idée en fait va être suivie partout en Europe. En quelque sorte, elle a dit cela aux Italiens. Alors c'est vrai qu'elle a été sans aucun doute la première chef de gouvernement à avoir imaginé et à avoir créé des hubs, comme ils s'appellent, des centres de rapatriement sur le territoire albanais il y a déjà 2 ans. Mais elle a eu beaucoup de problèmes de l'appliquer, notamment avec des décisions judiciaires. Il y a encore des recours devant la Cour de justice européenne actuellement, d'ailleurs. Oui, justement, Valérie, alors est-ce que ça a donné des résultats? Combien de personnes, combien de migrants illégaux sont allés dans ces centres? Je crois que c'est très peu, enfin très peu, une centaine. Oui, c'est quelques dizaines. Actuellement, il y en aurait 90 pour le moment dans le centre de Djader, parce qu'il y a 2 centres, un pour l'accueil, je dirais, des bateaux, et puis après un centre de rétention et de rapatriement. Alors, ces centres n'ont pas fonctionné, disons-le franchement. L'Italie a dépensé pratiquement 700 millions d'euros pour les mettre en route et pour les faire fonctionner, notamment aussi avec les forces de l'ordre présentes sur le territoire albanais. Il y a eu beaucoup d'allers-retours entre l'Albanie et l'Italie de ces migrants dans un premier temps, parce qu'au départ, l'accord entre l'Albanie et l'Italie prévoit que ce soit des migrants qui sont pris sur les bateaux lorsqu'ils sont sauvés en mer, des personnes qui arrivent de pays sur la liste des pays sûrs, comme on dit. Par exemple, le Bangladesh. Il y a beaucoup, pour le moment, d'arrivées du Bangladesh. Eh bien, eux pourraient normalement être emmenés là-bas. Mais voilà, avec des recours judiciaires, ça n'a pas pu être possible. Donc l'Italie a modifié son décret migration et actuellement, ils peuvent envoyer en Albanie des gens qui, justement, ont reçu un avis de quitter le territoire. Donc des personnes qui ne sont plus, qui sont clandestines en fait en Italie. Mais là aussi, il y a des recours. Et surtout, le problème, c'est qu'actuellement, ils ont envoyé dans les centres en Albanie des personnes qui avaient finalement déjà une vie en Italie avec leur famille, un travail, etc. Et donc, ça pose beaucoup de questions, le fonctionnement du centre en Albanie. Sans oublier que en 2026, actuellement, sont arrivées seulement 6000 personnes. Et donc, que les centres sur le territoire italien sont à moitié vides. Et donc, évidemment, l'opposition attaque Giorgia Meloni pour dire mais à quoi ça sert d'aller utiliser, d'aller dépenser autant d'argent alors que finalement, on a des centres en Italie qui sont encore fonctionnels et qui sont vides. Effectivement, alors certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas, la Grèce, des pays scandinaves aussi réfléchissent à l'établissement de tels centres, même si on voit que c'est compliqué à mettre en place. Et c'est vrai qu'ils disent qu'effectivement l'Italie peut servir de laboratoire. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez que finalement ils ne vont pas y arriver? Il faut quand même se servir de l'expérience italienne comme vraiment une expérience. Donc dans ce cas, il faut l'évaluer. Et l'évaluer, c'est-à-dire que ces centres-là, ils ont été calibrés pour accueillir 35 000 personnes par an. Aujourd'hui, on voit clairement que ce n'est absolument pas le cas. Est-ce que ça a limité le nombre de personnes en situation irrégulière en Italie? Non. Donc finalement, on a mis en place effectivement un système coûteux. Et au regard des objectifs auxquels ce système-là était supposé répondre, on ne voit pas le résultat. C'est vrai que l'histoire des hubs est théoriquement attractive.
On a un problème avec les demandes de réadmission des personnes lorsqu'il y a une décision d'éloignement forcé. Vous l'avez cité tout à l'heure, notamment entre la France et l'Algérie. Quelquefois, les pays d'origine refusent de donner le laissez-passer consulaire et ça bloque la décision de rapatriement. Donc, en théorie, d'avoir un pays tiers avec lequel on a un partenariat vers lequel on va expulser ces personnes-là, ça peut paraître attractif comme cela, mais sauf qu'il y a des problématiques techniques de mise en œuvre. Il ne suffit pas simplement de dépenser des millions et de créer un centre. Et il y a surtout des problématiques juridiques qu'il faut anticiper en amont. C'est pas en fait une fois qu'on a construit le centre et qu'on a dépensé des millions qu'on va se poser la question, est-ce qu'on respecte les règles de droit ? Voilà, on voit Valérie Dupont qui est tout à fait d'accord avec vous. Mais il n'empêche qu'il y a une sorte de pragmatisme qui se met en place au sein de l'Union européenne, on vient de le voir avec ce vote, et que même des sociodémocrates se disent pour. Par exemple, le ministre danois de l'immigration et de l'intégration, c'était en décembre de l'année dernière. Nous avons franchi une étape très importante pour reprendre le contrôle de l'immigration au sein de l'Union européenne. Dans quelques années, on dira que cette journée a été historique, car ces décisions prises aujourd'hui n'ont pas de conséquences pour demain, mais elles auront un impact considérable dans les années à venir. Alors Valérie, ce qui est paradoxal, c'est que l'Italie, comme beaucoup de pays européens, elle a besoin de migrants non européens pour travailler. Le gouvernement italien a quand même fixé à 500 000 le nombre de quotas d'entrée pour les travailleurs extra-européens sur la période 2026-2028 qui pourront obtenir un permis de séjour. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Alors oui, c'est un peu le paradoxe. C'est vrai que les entreprises italiennes, notamment l'agriculture, mais aussi c'est un pays avec beaucoup d'entreprises de petite taille qui ont besoin d'ouvriers spécialisés, etc. Donc c'est vrai que la main-d'œuvre manque en Italie. On estime entre 400 à 500 000 personnes qui manquent, des postes vacants qui manquent donc vraiment de personnes. Maintenant, le gouvernement a fait ce décret flux, comme il l'appelle, qui devrait autoriser ces 500 000 personnes arrivant entre 2026 et 2028. Alors dans les faits, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, une fois par an, les entreprises peuvent s'inscrire sur le site du ministère de l'Intérieur pour inscrire leur ouvrier ou leur ouvrière. Et en fait, ces personnes ne reçoivent pratiquement jamais leur visa. Un exemple, en 2025, il y avait 180 000 postes vacants, donc possibilité d'avoir un visa et un permis de travail. Eh bien, seulement 15 000 personnes l'ont reçu parce que c'est très bureaucratique, c'est très lent, il y a des problèmes, etc. Donc souvent, les entreprises doivent trouver une autre solution pour remplir le poste vacant. Donc il y a tout un discours du gouvernement qui dit nous, on bloque la clandestinité, on bloque les migrants illégaux, mais on aide les entreprises italiennes en accueillant ces personnes avec ce décret, etc. Dans les faits, ça ne fonctionne pas aussi facilement, mais le discours politique évidemment est fait pour rassurer la population, pour dire vous voyez, on bloque les personnes qui pourraient poser des problèmes sur le territoire, alors qu'en fait on autorise celles qui veulent venir travailler, mais ça reste un discours politique parce que dans les faits ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Encore quelque chose qui ne fonctionne pas en Italie, alors qu'on le pensait, c'est souvent en modèle. Ekram Boughtam, une réaction ? C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que là, sur le continent européen, mais pas qu'en Italie, l'Europe était plutôt dans une situation de baisse démographique, donc elle a besoin effectivement d'avoir un apport de main-d'œuvre pour répondre aux besoins du marché du travail. Donc même si on est dans une démarche complètement économique dans laquelle on regarde les besoins sur le marché du travail en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, on a des besoins qui se présentent aujourd'hui, on a des besoins potentiels pour demain qui sont là. On les connaît. Et donc, on a besoin, si on veut maintenir notre niveau de production, si on veut maintenir en fait une croissance sur le continent, on a besoin de plus de travailleurs dans des secteurs à haute valeur ajoutée, mais aussi dans des secteurs à faible valeur ajoutée. Donc, et le problématique, c'est qu'il n'existe pas de voie régulière de migration pour les personnes qui sont moyennement et faiblement qualifiées. Et ce sont principalement ces personnes-là qui se tournent vers des voies de migration irrégulières, qui se mélangent avec des personnes qui sont déplacées forcées, qui se retrouvent déplacées pendant des années sur d'autres. Donc on est dans une situation effectivement où on gère en fait de la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne et de la gestion des personnes en situation irrégulière, un sujet déconnecté de la question des voies régulières d'entrée sur le territoire, alors que les deux sujets se croisent. Donc une politique de lutte efficace contre l'immigration irrégulière commence par une véritable politique d'immigration régulière. Et selon vous, elle n'est pas du tout en ce moment lancée. Merci infiniment à vous deux d'avoir participé à ce débat. On voit qu'il y a encore beaucoup de choses à accomplir.